Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de la Dr Spanarello et moi-même, on aimerait remercier le comité et vous-même de nous accueillir au sein de votre assemblée. Je remercie le président, Mme Magali Collin, pour l'invitation. Nous faisons partie, en fait, de la fondation, nous sommes membres de la fondation Boehringer, et dans ce cadre, nous contribuons à financer certains projets, en particulier pour le ballon, et on s'en réjouit. Nous avons d'ailleurs notre assemblée générale également demain, avec M. Philippi. Donc le propos d'aujourd'hui, c'est de vous présenter de manière relativement basique l'œil, et on va couvrir également deux pathologies qui sont des pathologies assez fréquentes, qui sont la dégénérescence maculaire, et je vais être relativement sommaire sur la dégénérescence maculaire, et ma collègue la Dr Spanarello vous présentera le glaucome, qui est son expertise. Alors pour commencer, on va faire un petit jeu ensemble pour juste exprimer en fait l'importance des yeux, de la vue, qui est notre sens principal, l'échange avec l'extérieur. Et on va peut-être commencer comme ceci. Vous connaissez probablement ces yeux, pour ceux qui peuvent bien sûr le voir. Vous aurez reconnu la Joconde, et on peut pousser un petit peu plus. Qui est-ce? Fernandel. Bravo, effectivement Fernandel, puisque monsieur est... De Funès. Ah non, Louis de Funès. Voilà, bravo, Louis de Funès, vous l'avez reconnu, puisque vous êtes très fort. Sophie Marceau. C'est facile. Ah, pas facile, mais c'est bien, bravo. John Wayne. Et ben voilà, extra. Donc en fait, vous voyez bien que les yeux sont très importants, aussi bien pour l'extérieur que l'intérieur. Mitterrand. Bravo, Mitterrand. Et donc l'organe de la vue, c'est un outil vraiment extraordinaire. Comment la biologie a fait que ce sens puisse fonctionner de manière si incroyable. Alors, pour ce faire, l'œil a 6 muscles, et ces 6 muscles permettent à l'œil en fait de se mouvoir dans les différentes directions, permettent de converger pour la lecture, et cet œil fonctionne exactement comme une caméra, un appareil photo, et elle a différentes parties. Alors, ici vous voyez un œil en coupe, avec à l'avant de l'œil, bien sûr, la fenêtre sur l'extérieur qui est la cornée. À l'intérieur de l'œil, on a la couleur de l'œil, donc l'iris, qui est plus ou moins pigmenté, et donc qui donnera les couleurs vert, bleu ou plus foncé. La pupille qui fait office de diaphragme, comme dans l'appareil photo, et le cristallin à l'intérieur de l'œil, qui va focaliser l'image sur le fond de l'œil, et l'information va transiter via le nerf optique pour arriver au cerveau. Alors, donc, la cornée et le cristallin ensemble sont deux dioptres optiques qui, en fait, c'est deux lentilles qui fonctionnent ensemble et qui ont un pouvoir convergent qui permet à l'image qui a de loin de se focaliser précisément sur la rétine. Alors, l'œil est quand même un mécanisme vraiment incroyable, parce qu'en fait, en un instant, on peut, enfin, si on est jeune, on peut focaliser entre la distance et le près. Et il faut imaginer que même avec toute la puissance informatique de Google, ils sont loin de pouvoir nous proposer un pis-aller qui permettrait de compenser ça. Donc pour l'instant, on vit dans le compromis, et on doit trouver des alternatives à partir de la quarantaine pour corriger la presbytie et pour pouvoir voir de près, puisque c'est le cristallin, en fait, qui va se modifier en forme et qui perd de sa souplesse à partir de la quarantaine. C'est un peu comme nos articulations qui perdent un peu de souplesse. Et puis, entre 40 et 60, cette presbytie va progresser, et elle s'interrompt à la soixantaine, et ça ne change plus beaucoup après.
Au fond d'œil, on a donc la rétine qui fonctionne comme le film de l'appareil photo. C'est exactement la même chose avec une image qui va se focaliser précisément vers le centre de la rétine. C'est la zone qu'on appelle justement la macula. Cette macula, on peut comparer ça à une télévision 4K avec plein de pixels et qui donne la précision de l'image, la couleur, alors que la périphérie de la rétine, elle, verra plutôt le mouvement, le noir et blanc. Et l'ensemble de ces éléments vont converger. Donc la rétine est composée de nombreuses petites cellules qui sont des photorécepteurs qui vont envoyer des petites fibres nerveuses et qui vont converger vers ce gros nerf, gros câble qui est le nerf optique. Et c'est cette structure qui va envoyer l'information au cerveau. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. On ne peut pas changer un œil, puisqu'on ne peut pas refaire toutes ces connectiques. C'est une question qu'on a souvent. Est-ce qu'on peut changer un œil? Eh bien, malheureusement pas, parce qu'on n'a pas encore le loisir de pouvoir refaire ces connectiques. Et vous voyez que plus vous allez derrière, plus vous allez au niveau du cerveau, plus ça devient compliqué de voir. La vision est quelque chose de relativement complexe, puisque ce qui se passe au niveau de la vision, selon le champ de vision, est projeté à un endroit particulier du cerveau, en particulier la zone occipitale. Donc ça traverse tout le cerveau, et ensuite il y a des zones secondaires de la vision qui vont associer l'information lumineuse pour qu'on puisse en faire quelque chose et voir. Alors, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est quelque chose que vous avez certainement entendu. Les gens disent beaucoup la macula, mais finalement la macula, c'est une structure de l'œil. C'est vraiment la dégénérescence maculaire qui cause la baisse de vision, et en particulier la vision centrale. Donc ça handicape beaucoup nos patients pour toute leur activité quotidienne, et en particulier la lecture. Alors, la dégénérescence maculaire, il y a différentes formes de dégénérescence. Comme vous savez, nos sociétés sont un peu vieillissantes, donc on voit beaucoup de ces dégénérescences. La plupart sont de formes qu'on appelle sèches. La forme sèche, c'est des modifications qui se trouvent dans la zone maculaire, dues à un processus de vieillissement et qui va interférer avec le bon fonctionnement de la rétine, et donc on va se retrouver en général avec une baisse d'acuité visuelle qui est progressive, lente, et elle peut se transformer parfois en forme humide. Donc ces formes qu'on dit humides ou exsudatives, elles sont plus embêtantes puisqu'elles causent une baisse d'acuité visuelle beaucoup plus rapide. Et elles vont donc être importante à repérer et à traiter. Donc cette forme sèche, nous, quand on regarde le fond de l'œil, on va voir des petites modifications dans cette zone centrale. C'est en général une modification de la couleur, de la teinte de la rétine, donc elle est assez facile à observer. Et on va recommander à nos patients une surveillance régulière. La forme humide, elle est souvent plus brutale, elle s'associe, les patients la remarquent assez rapidement, une baisse significative de la vision. Ici, vous voyez qu'il y a une grande tache rouge au centre. Cette tache rouge, c'est du sang. En fait, on a sous la rétine l'apparition de petits vaisseaux, qui sont des vaisseaux anormaux, fragiles. Et ces petits vaisseaux-là, ils sont plus perméables. Et donc, ils libèrent du liquide. Et non seulement ils libèrent du liquide et ils font gonfler la rétine, et donc on voit moins bien, d'où la non exsudative, ou bien elles peuvent saigner. Et là, ici, vous voyez un exemple où il y a du sang sous la rétine. Alors, nous, on essaie de repérer ça au plus vite pour éviter toutes ces modifications de la vision. Et souvent, on donne aux patients une petite grille comme ceci. C'est une grille qu'on appelle la grille d'Amsler. Cette grille permet en fait au patient de s'auto-contrôler. Donc il va le faire chaque œil séparément, il met ses lunettes de lecture et il va regarder le centre de cette grille, en particulier ce petit point central, et il va regarder si ces lignes quadrillées se déforment, dans quelle zone, et s'il les voit ou elles disparaissent.
Donc bien sûr, c'est une atteinte de la vision centrale, donc c'est très handicapant pour tout ce qui est vie quotidienne, lecture. Fort heureusement, on peut rassurer ces patients en leur disant qu'ils vont conserver une vision périphérique qui leur permettra de se déplacer. Je passe maintenant la parole à la docteure Spinelli qui va suivre. Voilà, bonsoir à tout le monde. Merci encore pour cette invitation. Et je remercie aussi le docteur Zanetti, mon collègue, qui a collaboré pour la préparation de cette présentation. Donc, je vais vous parler du glaucome. On va commencer par la définition. Il s'agit d'une neuropathie optique, donc une atteinte du nerf optique qui est progressive, lente, et qui a été caractérisée par une perte de fibres nerveuses. Tout à l'heure, on a vu ce magnifique câble avec des multiples fibres. Justement, c'est cette perte de fibres qui détermine cette pathologie et qui est caractérisée par des altérations du champ visuel. Le glaucome est indolore, lent à se développer, longtemps imperceptible par le patient et détectable précocement grâce à un examen ophtalmologique général. Donc, en général, il est traitable si effectivement il est diagnostiqué et dépisté assez tôt. Il s'agit donc d'une pathologie dont le potentiel de dépistage est élevé. On revient au nerf optique, ce fameux câble qui va de l'œil jusqu'au cerveau et qui est constitué par plus qu'1 million de fibres nerveuses. Mon collègue vous a montré l'image du nerf optique au fond de l'œil. Donc c'est ce rond jaune, jaunâtre, orangé, avec une ouverture centrale, une excavation on appelle ça, à travers laquelle les vaisseaux partent dans les différentes directions. Voici, je reprends l'image de mon collègue avec le fameux câble et toutes ces fibres donc qui sortent avec un aspect assez particulier qu'on verra après. Donc, quand il y a une progression de la neuropathie, il s'agit de cette fameuse excavation qu'on a vue tout à l'heure qui s'agrandit. Parce qu'il y a une perte en fait, jusqu'à un stade très avancé qu'on peut voir ici, vous verrez la différence de couleur parce qu'il n'y a plus de fibres et ce qu'on voit ici, c'est déjà la partie osseuse en fait. Et voilà, dans cette image, comme justement la disparition des fibres a déterminé cette grande ouverture, cette excavation. Dans sa forme adulte, le glaucome commence à environ 40 ans, après 40 ans. Et il touche le 4% de la population mondiale, comme vous pouvez voir sur le graphique. Mais cette distribution augmente avec l'âge, avec le temps. Donc, évaluer le risque, comme je disais tout à l'heure, de glaucome fait partie de l'examen ophtalmologique général. Et une consultation à 45 ans, à l'âge de la presbytie, de la baisse de vue de près, pourrait être le premier dépistage, en fait, idéal. Ça peut éviter qu'une personne consulte trop tard, et dans ce cas-là, le champ visuel, au lieu d'avoir une image comme ça, limpide, claire, sera rétréci. C'est justement ça le problème, un rétrécissement concentrique du champ visuel. Étant donné que les fibres sont disposées de cette manière, voilà pourquoi, en fait, ce rétrécissement commence à la périphérie et se concentre vers le centre. Et voilà, on parle tellement de champ visuel que je voudrais vous en montrer un quand même, à quoi ça ressemble. Ici, en couleur, on peut voir la partie noire qui est justement le déficit profond. Ça, c'est un œil gauche, et là, vous avez l'œil droit, où en fait l'atteinte est mineure. Et quand c'est en fait un stade très avancé, voilà qu'est-ce qu'il arrive au niveau du champ visuel. Donc, du coup, il faut
se poser la question, si le patient a un glaucome, oui ou non, et quoi faire? Si le patient a un glaucome, il faut évaluer la sévérité, le traitement éventuel, le suivi, et évidemment éviter la dégradation du nerf optique, du champ visuel, comme on a dit. Et si le patient n'a pas de glaucome, il faut évaluer les facteurs de risque pour établir le suivi. Quels sont ces facteurs de risque? Nous avons des facteurs de risque génériques, l'âge, les antécédents familiaux, l'origine ethnique, mais le facteur de risque majeur, mais je n'ai pas dit l'unique, c'est la pression intraoculaire élevée. Souvent, les patients confondent glaucome et pression intraoculaire. Non, le glaucome, c'est une neuropathie optique. La pression intraoculaire, c'est le facteur de risque sur lequel on peut agir. Et on va voir comment. Ensuite, il y a d'autres facteurs de risque, comme, je vais vous parler ensuite pour l'angle iridocornéen-occlusive, des facteurs vasculaires et des glaucomes secondaires. Alors, on parle de pression. Comment on va mesurer la pression? Voilà, l'examen de la pression se fait par tonométrie. J'espère que tout le monde a eu au moins une fois ça dans sa vie, ce contrôle de la tension oculaire avec cette méthode. C'est la méthode, la plus fiable. Elle s'appelle paraplanation de Goldman. Et à côté, vous voyez un petit appareil à air pulsé qui envoie un petit jet d'air sur l'œil et qui établit la pression. Attention, cet appareil n'est pas fiable. Donc, ça va bien pour un screening, pour un dépistage, mais pas pour un diagnostic. Ce n'est pas sur la base de cet examen, de la valeur de pression par cet appareil, qu'on va faire un diagnostic. Mais il existe, il faut le savoir. Et il faut savoir aussi que la pression intraoculaire, comme la pression artérielle, varie. Elle a des variations physiologiques qui sont nictémérales, positionnelles et liées à l'âge. Donc, soyez pas surpris si une fois on a une valeur, à un autre moment de la journée à un autre, et c'est pour cette raison que parfois l'ophtalmologue demande une courbe de tension oculaire pour voir les différentes valeurs dans la même journée. Ce qui vous fait faire des allers-retours, mais c'est quand même utile. Cette pression intraoculaire est déterminée par la sécrétion d'humeur aqueuse. C'est-à-dire, il y a en fait un liquide à l'intérieur de l'œil, l'humeur aqueuse justement, qui est produit par cette structure ici, un peu en dentelle, qui s'appelle corps ciliaire, et après il suit un flux. Et évidemment, s'il y a un blocage à ce niveau-là ou à ce niveau-là, voilà que le flux n'est plus, le liquide n'est plus éliminé, et du coup, la pression augmente, comme un peu un ballon de foot en fait. Moi, je dis souvent aux patients, vous avez un tuyau d'arrosage, vous ouvrez le robinet, ça coule, ça coule. Mais si vous serrez à un endroit le tuyau, qu'est-ce qu'il fait? La pression monte, monte, monte. Donc, tous ces éléments dont on a parlé permettent de faire une classification du glaucome. Il y a des formes primaires, des formes secondaires, et puis surtout, angle ouvert, angle fermé, par rapport justement à cette image de sécrétion d'humeur aqueuse. Alors, on revient à notre question. Y a-t-il des facteurs de risque? Oui, le suivi doit être donc régulier, et un traitement doit être instauré. Non, consultation espacée, mais quand même des contrôles. Que peut-on faire d'autre, à part se concentrer, comme on l'a dit, sur la pression intraoculaire, les contrôles? Hygiène de vie, nutrition, on va voir. Alors, certainement, on a un avis tout à fait bon et positif. C'est bien de faire du sport aérobie, mais c'est mauvais par contre pour une personne qui a déjà un glaucome peu avancé, le yoga ou les manœuvres bloquant la respiration, les instruments avant, l'exposition à froid intense pour certaines formes de glaucome, une hypotension artérielle nocturne, et puis des apnées du sommeil. Vous vous souvenez, on avait parlé des facteurs vasculaires, mais c'est justement en fait ces facteurs-là qui jouent un rôle. Par contre, on n'a pas vraiment un avis ou d'indication concernant
l'alimentation, le tabac, l'alcool, les compléments alimentaires. Donc le contrôle de la pression reste et est en fait l'élément le plus important parce que ça nous permet de ralentir la neuropathie optique et la progression donc du déficit au niveau du champ visuel. Et ce contrôle se fait par traitement pharmacologique ou chirurgical. On parle souvent d'une pression intraoculaire cible. C'est une pression en fait moyenne sous traitement qui nous permet d'éviter ou de ralentir la maladie. Et en général, cette valeur est le 30% de la pression intraoculaire initiale. Après, évidemment, ça dépend, ça varie en fonction du degré d'attente et au moment du diagnostic, si le champ visuel est en déficit majeur ou pas. Il y a de nouveautés thérapeutiques. Nous avons des nouveaux traitements médicaux, un traitement aussi chirurgical, et on parlera après de neuroprotection et neurorégénération. Alors, pour le traitement médical, nous avons une nouvelle classe de molécules, ce qui nous permet d'avoir plus de possibilités de traiter avec des médicaments et de ne pas intervenir chirurgicalement tout de suite. Mais le problème, c'est que souvent, l'observance thérapeutique est difficile, la compliance est difficile. Et c'est pour cette raison, en fait, que de nouveaux types d'administration ont été créés, comme par exemple une lentille de contact qui relâche progressivement le produit, la molécule, un anneau de silicone, des dispositifs qu'on introduit à l'intérieur de la voie lacrymale ici, et puis aussi des injections intraoculaires. Mais pour le moment, on n'utilise pas vraiment dans notre quotidien encore ça. Et du point de vue chirurgical, le but, c'est de faire filtrer l'œil, d'éliminer ce liquide qui augmente la pression et qui abîme le nerf optique. Et nous avons donc, c'est pour ça qu'on parle de chirurgie filtrante, qui est de plus en plus, en fait, disons, elle est de moins en moins invasive. Voilà. Elle est de moins en moins invasive. Alors, voilà, dans l'image tout en haut, vous voyez, il y a un petit tube qui sert à éliminer le liquide de l'humeur aqueuse de l'œil, ou un petit tube comme ça qui est introduit à l'intérieur du canal, ou bien en fait, c'est un laser qui permet de détruire le fameux corps ciliaire qui produit l'humeur aqueuse pour qu'on diminue en fait la production. Donc on peut agir soit en améliorant l'élimination, soit en diminuant la production. Toujours dans le but de diminuer la pression intraoculaire et préserver notre nerf optique. Voilà notre fameux ballon. Donc actuellement, on ne peut pas guérir ou améliorer un nerf optique atteint de glaucome, mais on peut éliminer les facteurs de risque et surveiller et traiter. Oubliez cette image, c'est-à-dire on ne peut pas passer d'un nerf optique, d'un déficit si profond du champ visuel, à un champ visuel qui est parfaitement normal. Malheureusement, ce qui est perdu, on ne peut pas le récupérer, mais le traitement, le suivi, sert en fait à éviter la progression de la maladie, à augmenter les dégâts. Protéger le nerf optique de manière indépendante de la pression et du réseau de la neuroprotection. Par contre, le réparer, c'est la neurorégénération. Et malheureusement, beaucoup d'espoir, mais pas encore des résultats probants. Donc, en conclusion, la prévention d'un glaucome commence par une consultation ophtalmologique générale vers l'âge de 45 ans, quand la vision de près baisse, quand on dit que les bras deviennent trop courtes, en fait. Et c'est le moment, en fait, pour le premier dépistage. Je sais, je vous l'ai dit, je le répète. Merci beaucoup.